focus sera consacré aux enfants d'Ouganda, victimes de sacrifices rituels de plus en plus fréquents à l'approche des élections. Puis nous irons dans les mines du Katanga, en RD Congo, frappées par une pénurie chronique d'électricité. Enfin, direction le Botswana, terre de refuge pour les éléphants de toute l'Afrique australe, fuyant le braconnage. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'armée tchadienne a mené des frappes aériennes contre le groupe islamiste Boko Haram. Des représailles après un double attentat lundi contre la capitale N'Djamena, qui a fait au moins 33 morts et une centaine de blessés. C'est la première fois que Boko Haram frappait le Tchad, qui s'est militairement engagé depuis plusieurs mois aux côtés du Nigeria pour combattre le groupe terroriste islamiste. La justice égyptienne a confirmé la peine de mort contre l'ex-président Mohamed Morsi. Une peine infligée pour son rôle dans des évasions massives de prison et des attaques contre la police durant la révolte de 2011. La Maison-Blanche a immédiatement condamné cette décision qu'elle juge politique. Le président soudanais Omar el-Béchir, accusé de crimes de guerre au Darfour, défie la Cour pénale internationale. Cette dernière a demandé à l'Afrique du Sud son arrestation lors de son déplacement au sommet de l'Union africaine. Mais le dirigeant a pu rentrer dans son pays comme si de rien n'était. Cet épisode illustre pour beaucoup les tensions entre l'Union africaine et la CPI, critiquée pour avoir multiplié les poursuites contre les chefs d'État africains. En Centrafrique, le mois de Ramadan commence dans un climat de tension, alors que la forte présence militaire française maintient une paix fragile. Mais à Bangui, musulmans et chrétiens se sont associés pour reconstruire une mosquée, une première dans une zone d'où les musulmans ont été chassés. On termine ce journal avec ces images de la Dakar Fashion Week qui a eu lieu le week-end dernier et où les créateurs mélangent modernisme et tradition africaine. En Ouganda, la soif de l'argent et du pouvoir coûte la vie à des enfants. Le pays connaît une recrudescence de ces sacrifices rituels censés apporter richesse et prospérité. Une balafre de 10 cm à l'arrière du cou. Une cicatrice que Kanani Nankunda gardera toute sa vie. Triste souvenir du jour où sa sœur a été sauvagement abattue et ses organes prélevés pour un rituel de sacrifice humain. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous jouions ensemble. Ce jour-là, Kanani a été étranglé, tailladé et laissé pour mort, pendant que le corps de sa sœur gisait, mutilé. Durant ces rituels de sorcellerie, du sang, des organes sont prélevés. Difficile d'établir un nombre précis de victimes de ces exactions. Mais les membres de l'ONG Kiampisi Child Care Ministries s'occupent des survivants et des familles des victimes. Selon eux, il y a plusieurs nouveaux cas par mois. La plupart du temps, il s'agit d'enfants. Les personnes qui sont vraiment ciblées, ce sont les enfants, parce qu'ils les trouvent en train de marcher, d'aller à l'école ou de rentrer à la maison, ou allant chercher de l'eau. C'est à ces moments-là qu'ils les attrapent. En fait, ils tuent les enfants plus que les adultes. La sorcellerie n'est pas une pratique réservée aux pauvres et non éduqués. Le gouvernement a mis en place une force de police spéciale pour lutter contre ces sacrifices. Et selon elle, les suspects sont généralement issus des plus hautes sphères sociales. On soupçonne même des politiciens confirmés, des citoyens de haut rang qui ont cette croyance. Parce que c'est le problème de l'esprit, qui fait que ceux qui croient en la sorcellerie peuvent aller à ce niveau de sacrifice. Soit parce qu'ils veulent maintenir leur position dans leur travail ou au gouvernement, soit parce qu'ils cherchent la richesse, ou pour ceux qui sont pauvres, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Le responsable des atrocités commises envers les enfants Nankunda a plaidé coupable. Il purge une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué le jeune garçon. Mais il n'a pas été condamné pour le meurtre de sa sœur. Je veux qu'il soit condamné à mort pour qu'il serve d'exemple à tous les autres. Tant qu'il existera des gens pour croire les sorciers capables de régler leurs problèmes, d'autres victimes continueront à en pâtir. D'autres familles seront détruites par cette croyance en l'ultime sacrifice. Lubumbashi, capitale de la province du Katanga dans le sud de la RDC.
La région très riche en cuivre et en cobalt est le poumon économique du pays. L'exploitation minière y est aujourd'hui florissante, mais le manque d'électricité remet en cause l'objectif de production visé pour 2017. Nous ne pouvons pas arriver à 1 500 000 tonnes de cuivre sans énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut investir dans les infrastructures d'énergie, quelles qu'elles soient. Et ces investissements se font encore attendre ou sont insuffisants pour garantir cette production. Les centrales électriques du pays sont vétustes et doivent régulièrement être immobilisées pour leur maintenance. Le déficit énergétique pour le secteur minier au Katanga est évalué à 600 MW et les industriels demandent de nouvelles centrales électriques. Mais pour l'instant, la compagnie publique d'électricité, la SNEL, se contente de réparer les centrales existantes. Avec ces travaux de réhabilitation, nous pensons que dans une année, nous pourrons... La SNEL sera en mesure d'augmenter la puissance installée. Au pied du terril qui surplombe le Lubumbashi, la société Estelle exploite cette montagne de scories pour produire du cobalt et du zinc grâce à un gigantesque four. Des installations qui ont besoin de près de 34 MW pour fonctionner à plein régime, mais la SNEL ne fournit que 24 MW et les coupures sont fréquentes. En cas de perte de réseau, le grand four est à l'arrêt, le four induction est à l'arrêt également, toute la production est à l'arrêt. Le manque d'énergie oblige les miniers à installer des groupes électrogènes ou à importer de l'électricité des Zambie. Mais dans tous les cas, il y a des charges supplémentaires pour les entreprises. Le groupe chinois CEDEM a dû mettre au chômage technique 300 employés cette année. Nous ne pouvons pas fonctionner avec le peu de courant que nous avons, ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter nos 4 fours et nous séparer de toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Le problème est loin d'être réglé dans un pays à la fragilité énergétique terrible. Certains responsables politiques craignent même une aggravation de la situation à court terme. Le fleuve Tchobe, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durable, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Le Botswana a une politique que nous apprécions beaucoup. Moins de touristes, plus de revenus. Nous préférons offrir des prestations de qualité. Je ne dirais pas que nous avons des clients haut de gamme, mais juste des clients qui veulent vraiment venir ici. Le Botswana a de la chance parce que les parcs nationaux couvrent une très grande surface. En Afrique du Sud, ils sont petits et souvent privés et tellement commerciaux que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours plein de touristes, tandis qu'au Botswana, à Moremi par exemple, vous pouvez ne pas voir une seule autre voiture de la journée. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçus. Et je ne vais pas présenter d'excuses, c'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. Au Kenya, un match de cricket en pleine brousse. À travers ce tournoi de charité, l'équipe des guerriers Maasai cherche à attirer l'attention au-delà des frontières kenyanes sur le sort de Soudan, le dernier mâle de l'espèce des rhinocéros blancs du Nord. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous retournerons en Ouganda, cette fois-ci pour parler d'une nouvelle application mobile, mettant en contact les habitants de la capitale et les mototaxis. Puis nous irons sur les côtes sénégalaises, qui se forgent une réputation de paradis des surfeurs.
À la semaine prochaine.